Merci d'être si nombreux ce soir parmi nous à cette séance des Jeudis de Lima, consacrée à un thème qu'on a abordé par le passé, mais c'était sous la forme de la solidarité avec le peuple palestinien, et c'était pas d'ailleurs l'unique fois où la Syrie a été présente. Comme on l'avait intitulé par le première rencontre, c'était une manifestation d'une journée, la Syrie au cœur, mais de nombreuses fois on a traité de la situation en Syrie. Seulement, la situation évoluant, il nous a paru indispensable de rebondir sur la question des armes chimiques et de leur utilisation, ainsi que du travail de l'OIAC, qui est un travail de terrain, qui a fini évidemment par arrêter le programme syrien et aussi à montrer le vrai visage d'un régime inhumain. Et ce soir, la rencontre, elle va se pencher avec la participation d'experts, notamment de Madame Sigrid Kaag, qui a fait un travail magnifique que tout le monde lui reconnaît. Elle est diplomate hollandaise et elle est à la tête de la mission des Nations Unies chargée de se débarrasser de l'arsenal chimique syrien. Elle vient directement de New York, où elle a pris part à des réunions du Conseil de sécurité, et demain, évidemment, elle est appelée aussi à d'autres voyages pour suivre ce dossier. Évidemment, avec nous également Monsieur Beau, qui est toxicologue, qui a séjourné en Syrie et qui va témoigner en tant que médecin de l'organisation Médecins sans frontières. Avec René Broman, que vous connaissez, dont le travail dépasse évidemment la Syrie, mais il touche également d'autres pays du Moyen-Orient, et ses positions à propos sur le dossier palestinien, puisqu'il est l'auteur d'un récent livre pour les Palestiniens. Je crois qu'on aura l'occasion aussi de vous inviter pour présenter ce travail, comme le livre de Edoui Plenel pour les musulmans. Là, c'est une autre approche, donc c'est un témoignage, une prise d'opposition en faveur des Palestiniens. Cette question aujourd'hui est d'actualité, puisqu'on parle de la reconnaissance par la communauté internationale et notamment par l'Europe de l'État de Palestine. Et j'ai demandé à Georges Mabruno, qui est un grand journaliste, grand reporter au quotidien Le Figaro, de mener cette séance, de mener le débat, et je le remercie d'avoir accepté cette mission. Et évidemment, il a aussi d'autres choses à dire que de modérer, puisque c'est un journaliste de terrain, il connaît de l'intérieur les pays arabes, notamment la Syrie, puisqu'il a séjourné de nombreuses fois, et il nous parlera de son séjour et de son travail sur la Syrie. Voilà, je vous rappelle que, juste avant de lui passer le micro, que lundi prochain, c'est un jour fermé à l'Institut du monde arabe, néanmoins, on aura l'occasion de rencontrer le dessinateur du Monde Plantu ainsi que le réalisateur Radou autour de leur film fantassin de la démocratie. C'est un travail super magnifique sur les caricaturistes, et je vous invite à venir nombreux voir le film et aussi débattre avec
les réalisateurs et quelques acteurs de ce film. Voilà, encore une fois, je remercie nos invités et je vous remercie pour votre présence et je passe la parole à Georges Malbrunno. Merci. Merci. Oui. Merci. Avant de passer la parole à Sigrid Kaag, je voudrais simplement peut-être rappeler que, comme on le disait tout à l'heure, finalement, dans ce drame syrien qui se joue depuis plus de 3 ans maintenant, avec probablement plus de 200 000 morts, eh bien, il y a, malgré ces morts, malgré ce drame, au moins un motif de se satisfaire, c'est d'être satisfait, c'est de voir que finalement sur ce dossier chimique, eh bien finalement il a réussi à être clos, puisque 1 an après avoir donc ouvert cette mission, ce qui est rare pour les Nations Unies, eh bien on est parvenu, Sigrid Kaag nous le dira, nous expliquera un petit peu comment justement on est parvenu à éliminer cette menace chimique qui, vous en souvenez, avait conduit presque à la guerre, puisque fin août 2013, aussi bien la France que les États-Unis, qui finalement ont fait machine arrière, eh bien, on est passé très près d'un conflit armé, et peut-être à cause de, justement, certainement à cause de cette menace chimique, eh bien, les Nations Unies, l'ONU, et avant eux, donc, grâce à cet accord conclu entre Américains et Russes, eh bien, on est parvenu finalement à désarmer sur le plan chimique ce régime syrien. Donc, c'est vrai que c'est un motif de satisfaction qui est rare dans cette crise, et justement d'autant plus rare que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est très rare qu'une mission de l'ONU soit fermée aussi rapidement. On se souvient, moi qui ai été basé longtemps au Moyen-Orient, de la FINUL au sud Liban, qui a été, je crois, instaurée en 1976, FINUL, force intérimaire, donc c'est un intérim qui dure très longtemps. D'autres missions, l'UNRWA, dans laquelle vous avez travaillé, eh bien, qui est toujours là depuis 50 ans. Cette mission, finalement, a été menée à bien, et nous allons justement vous écouter pour nous raconter un petit peu, eh bien, comment est-ce qu'en 1 an, vous avez réussi, finalement, à faire en sorte que, je crois, on en est à... Oui, c'est ça, il y a eu 1300 tonnes, je crois, si mes chiffres, ou si les chiffres sont bons, d'armements chimiques qui sont sortis de Syrie. Comment donc s'est passée cette mission, et qu'est-ce qui vous a permis justement de réaliser cette mission et de la mener à son terme? Oui. Bonsoir, je suis ravie d'être là parmi vous. Merci de revoir aussi Georges Malbrunno, que je viens... Ah, maintenant ça marche? Ok, plus proche. Prenez le micro, je pense, c'est mieux. Ok, alors je recommence. Prenez-la. Voilà. Ouais. Ça marche maintenant? Ouais. Ok, alors je recommence. Je suis ravie d'être là parmi vous. Il faut que d'abord que je suis très reconnaissante vers l'Institut du monde arabe, mais aussi Georges Malbrunno et l'ambassade des Pays-Bas, bien sûr, d'avoir organisé cette occasion, cette rencontre. Je dois souligner d'abord aussi que je suis ni experte des armes chimiques. Je pense, j'ai fait mon bac littéraire, alors vous voyez déjà comment ça se passe. J'ai été entourée par des experts de l'organisation qui s'en occupent. Mais ce qui était important, c'était une mission établie d'une manière, d'une intervention ponctuelle, comme les Français aiment bien le dire, dans un contexte très politique, avec des risques de toujours politiser la situation au-delà des exigences du mandat même. Mais comment on est arrivé? Comme Georges l'a dit, qu'est-ce qu'on a fait? Comment? Est-ce qu'il y a des éléments de référence ou des paramètres qu'on puisse répliquer pour que ça apporte un succès sur le plan politique plutôt, et le trajet humanitaire qui, à mon avis, sont beaucoup plus importants qu'ils l'ont toujours été, parce que la tragédie, le drame de la Syrie, de la population civile et de la population de la région maintenant, engulfed, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Oui, c'est un test maintenant. Tout le monde a été impacté avec des risques énormes pour toute la région. Alors il faut vraiment que la communauté internationale se focalise et que vraiment fasse son attention aux solutions de la crise politique très complexe.
Mais ça fait un an, plus qu'un an, que le 21 août 2013, que le monde a été terriblement choqué par une attaque aux armes chimiques à Ghouta, la banlieue de Damas. Bien que les attentes pour notre mission conjointe étaient très faibles au départ, en effet, quand on a fermé notre bureau, tout le monde me disait « Ah, we never thought you would do it anyway ». Alors, comme je disais à notre ambassadeur, si j'aurais su, si j'aurais bien réfléchi avant de donner la réponse de oui au secrétaire général, je ne l'aurais jamais fait. Mais de temps en temps, il faut oser, il faut oser, il faut sauter, mais il faut suivre le principe qu'il faut réaliser quelque chose parce que la situation peut se dégrader encore avec des risques énormes politiques, des risques de prolifération des armes chimiques, surtout quand on regarde la situation en tant que telle maintenant avec la présence ou la prolifération de Daesh et d'autres groupes terroristes. Maintenant où on est, un an plus tard, la grande majorité du programme déclaré chimique a été supprimée d'une manière innovative avec l'introduction d'une technologie américaine grâce à la collaboration unique internationale sur le plan maritime, le plan international au niveau du Conseil de sécurité et bien sûr le Conseil exécutif du what is it in French again? OIASC, l'OPCW, l'organisation vraiment technique qui s'occupe, qui est mandatée de la Convention. Bien sûr, vous vous rappelez, surtout en France aussi, que les interventions militaires de représailles dans ce temps-là ont été sérieusement envisagées, non pas seulement à Paris, mais aussi à Londres et à Washington. Mais les activités intenses diplomatiques ont été engagées et ce qui a mené un processus de désarmement. Dans un temps record, comme Georges l'a déjà rappelé, dans un temps record, on a réalisé le mandat suivant vraiment une coopération très proche avec les autorités à Damas. Il faut que je souligne ça aussi. Sans la coopération constructive, continue et très étroite avec les autorités de Damas, le programme n'aura jamais été opprimé et on sera encore là en train de faire nos dessins ou de construire des plans, mais la réalisation sur le terrain était vraiment très étroitement liée à leur coopération. Ce qui a été toujours une question, surtout pour la communauté humanitaire, qui a fait une comparaison et très cohérente et correcte en disant si les autorités sont prêtes à coopérer avec cette mission, pourquoi c'est tellement difficile pour la communauté internationale humanitaire sur le terrain et de l'extérieur? Et je pense que c'est une question que nos collègues probablement vont relever. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé avec une mission conjointe qui était unique parce que les Nations Unies n'est pas connue s'investir dans des mandats de non-prolifération d'une manière opérationnelle. On a été établi ensemble avec l'organisation à La Haye, le OPCW, et on a construit un plan. Le dernier délai était 30 juin, selon la résolution du Conseil de sécurité. Alors on avait pratiquement 9 mois d'éliminer un programme très sophistiqué, très connu, très large, vaste, complexe du programme syrien. En termes de quantité, en termes du niveau et en termes de complexité. On a fait ça, on a réalisé ça en 3 étapes. Bien sûr, on s'est établi à Damas, à Latakia, on s'est établi à Chypre pour le component maritime et on était bien sûr à La Haye et à New York. Mais on a ouvert une mission à Damas pour être là 24/7 tous les jours. On a travaillé tous les jours et nuit pour être là, pour travailler avec les Syriens, pour mettre la pression quand il faut, pour faire du rapportage qui est très important, surtout pour le Conseil de sécurité, parce que la mission était établie sous chapitre 7, dans le contexte de la paix et sécurité, et c'est la seule résolution qui est pertinente pour la Syrie en ce moment, qui est sous chapitre 7 du Charte des Nations Unies. Et puis on a commencé. Je pense de nouveau, même pour le OIASC, c'était une expérience qui était nouvelle. On n'a jamais fait un démantèlement, un programme de destruction d'un programme des armes chimiques dans un pays en condition de guerre aiguë et très critique. Alors ça veut dire que c'est dangereux pour les employés bien sûr, mais nous prenons ce risque, nous sommes tous des volontaires, mais l'implémentation, l'exécution du programme même est compliquée et emballée des risques concrets pour la population civile et bien sûr tout le monde qui est impliqué dans le programme.
Le mandat était assez, je ne voudrais pas dire facile, mais c'était concret. Il y avait 3 étapes: vérification, destruction, élimination des armes liées au programme même, et puis le transport des matériaux chimiques hors du pays. De nouveau, c'était un volet qui était nouveau, parce que normalement, le pays membre même, la Syrie étant devenue un pays membre, était responsable pour la destruction. D'un côté, les Syriens, je pense, le gouvernement, les autorités, ne voulaient pas prendre les risques ou être accountable du risque de l'élimination dans le pays même. Les conditions étaient tant que telles que c'était trop dangereux et trop risqué. Et le risque de délai par rapport à la date d'échéance était trop grande aussi. Après, la communauté internationale s'est investie pour trouver un autre pays qui était capable ou qui était volontaire de prendre charge de la destruction. Aucun pays a été nommé ou est devenu volontaire pour des risques pour l'environnement, pression politique ou bien entendu aussi l'inconnu. Parce que quand on entend les titres, et vous vous rappelez aussi des médias, programme chimique, armes chimiques, mustard gas, gaz moutarde, ça rappelle bien sûr des situations de crise énormes, les risques, et aucun gouvernement a osé ou a pu prendre ce risque. Alors on a dû décider que tous les matériaux chimiques vont être enlevés du pays, vont être transférés sur des bateaux grâce à une coalition internationale maritime de la Chine, la Russie, Norvège, Danemark, États-Unis et Royaume-Uni. Et puis, les matériaux chimiques ont été détruits à bord d'un navire américain. De nouveau, en effet, une étape, une décision d'innovation sous conditions de guerre, mais avec des risques énormes, y inclut des risques de réputation, soi-disant. C'était pour l'ONU, même pour le secrétaire général d'abord, qui était responsable pour nous, mais en fin de compte, c'était nous. Alors, on a commencé à, comme on disait en anglais, we know we have to fly the plane, we build the plane, we don't have a license, we don't know how to fly, mais il faut qu'on arrive. Alors, on a commencé. En effet, c'était ça notre vie. Il n'y a pas de pilote, on n'est pas qualifié, on ne sait pas comment faire, mais il faut faire et on doit atterrir en même temps, sans risque, avec tous les passagers à bord. En effet, c'était ça la vie de la mission conjointe durant les 9 mois. Comme vous le savez, tout ce qui a été déclaré dans le programme syrien a été détruit. Il y a encore des questions par rapport aux des omissions considérées par quelques pays membres, des différences de données dans la déclaration syrienne dès le début, et maintenant il y a un processus encore de négociation qui continue. Je voudrais rappeler qu'il y a peut-être quelques éléments qui ont été très importants, qui ont été importants pour le succès de la mission, en effet pour le succès du mandat, parce qu'en effet c'est par nous, on a fait toujours tout notre travail pour le peuple du pays et pour la région. La diplomatie préventive, je vous rappelle qu'au début, même si quelques capitales et les pays ont considéré une intervention militaire, c'était le mandat, la mission et le résultat de la mission est une représentation de l'importance et de la possibilité, de l'opportunité d'un engagement sur la voie de la diplomatie préventive. Deuxièmement, le cadre d'accord conclu entre la Russie et les États-Unis était le cadre de base. Et selon ce cadre de base, on a fait notre travail. Il faut que je rappelle aussi que même dans les conditions de crise politique par rapport à la situation en Ukraine ou ailleurs, cette entente entre la Russie et les États-Unis a toujours été à la base. Ça nous a aidés, ça nous a guidés, et on a maintenu des contacts très étroits jusqu'à maintenant entre les Nations Unies maintenant, moi-même, mon équipe, la mission, la Russie et les États-Unis. Il y a eu un dialogue à permanence pour savoir, pour comparer les données, pour partager l'analyse et pour mieux comprendre où sont les défis, comment résoudre, comment répondre, et surtout si les autorités syriennes sont capables, qui sont investies, et si on va arriver au bout.
parce que pour l'arrivée au bout, c'était tout ce qui comptait. Avec une mission tant que telle, ce n'est pas un processus de dialogue. Les résultats étaient mesurables, les résultats étaient connus, les objectifs étaient connus, et c'était, it's tangible. It's tangible pour tout le monde. Et comme vous le savez, des médias bien décrits et écrits, ou pas forcément toujours complètement décrits, mais il y avait un grand rôle pour les médias aussi. Leadership, je pense que même en français, le mot a été adapté et adopté. Leadership, je pense que très active, mais avec un grand soutien du secrétaire général même et son bureau, et bien sûr le directeur général du OIASC à La Haye, et nous-mêmes. C'était de nouveau, je dirais plutôt, la diplomatie multilatérale, les organes à La Haye, le conseil exécutif, mais surtout aussi, à mon avis, le conseil de sécurité. La voix unique, le positionnement des membres, tous les membres du conseil de sécurité, qui n'étaient pas forcément d'accord entre eux par rapport aux autres dossiers de la Syrie, le dossier humanitaire ou politique. Par rapport à ce dossier, la voix du conseil de sécurité a été cohérente, claire et systématique. Et hier soir, je regrette, je ne venais pas de New York, je venais de Beyrouth, où j'ai fait mon briefing par vidéoconférence. De nouveau, la voix du Conseil de sécurité a été très claire en exprimant son soutien, mais aussi en posant des questions par rapport au processus et aux défis qui restent encore dans le dossier chimique. Dernièrement, et aussi un aspect qui est très important, c'était le fonctionnement de la mission dans un contexte régional. Il y a deux volets. D'abord, on a maintenu un contact direct à Damas avec le corps diplomatique représentant encore là-bas, ça veut dire la Russie nouveau, mais l'Iran, d'autres pays. On s'est aussi engagé en maintenant les contacts avec la Turquie, l'Arabie saoudite, le Qatar. On a fait beaucoup de voyages, mais surtout les voyages avec un but. Et c'était sur deux points très importants. Un, que tous les pays membres qui ont un intérêt et qui soutiennent l'implémentation de cette mission pour arriver au mandat, pour arriver à la fin, qu'ils exercent leur influence sur tous les acteurs et les acteurs non étatiques qui font partie du conflit en Syrie, qu'ils exercent cette influence et qu'ils exigent d'une manière ou d'une autre que cette mission peut être réalisée. Ça a été très important sur le plan politique, mais aussi sur le plan sécuritaire. Il faut s'imaginer quand on essaie d'organiser des transports, des produits chimiques de Homs, ou de la région hors de Halab, ou de la région hors de Damas, des armes chimiques, des produits chimiques, qu'il ne faut prendre aucun risque. Ça a été une opération très complexe, compliquée, mais aussi de temps en temps dans le secret, parce que bien sûr, on doit coopérer aussi très étroitement avec des unités de l'armée, des agences de sécurité, soi-disant que la Syrie doit s'occuper de tous les aspects sécuritaires de la mission et de l'implémentation de la mission. En concluant, je dirais qu'un an après, quand même, les événements très tragiques, la menace de Daesh a changé à la fois le climat politique et les calculs au sein de la région. Et je pense, j'ai toujours dit, je me suis toujours exprimé au Conseil de sécurité et ailleurs aux occasions publiques qu'à mon avis, même si on a pu réaliser un succès, à mon avis, ça a été toujours un succès très modeste, parce qu'en effet, tout ce qui compte, c'est de mettre fin à la souffrance des citoyens syriens, des personnes déplacées, des réfugiés, pour chaque individu, pour créer un meilleur avenir, de mettre fin aux violations des droits humains. Et puis alors, pour nous, si notre mission a pu ouvrir un nouveau volet, un nouvel chapitre, ça a été peut-être un résultat. Deuxièmement, que le risque que les armes chimiques ou les produits chimiques tombent aux mains des autres acteurs non étatiques avec un agenda très extrémiste, au moins on a pu éviter ça en coopération grâce à la communauté internationale et en coopération avec les autorités, mais ça ne suffit pas. Pour dire au peuple syrien que les armes chimiques, le programme a été éliminé, on a contribué au processus de non-prolifération. Je peux très bien m'imaginer, c'est pas difficile, que
pour le citoyen qui a perdu ses enfants, que le père est mort, ma mère est morte, les enfants sont plus à l'école, un avenir que perdu, ça ne veut rien dire, parce que le pays a été détruit. Alors pour nous, ça a été toujours une contribution très modeste, importante, représentation de la volonté de la communauté internationale au plan politique, mais aussi opérationnel, mais ça ne sert à rien s'il n'y a pas de contenu. Et j'espère bien sûr que tous les efforts de mon collègue Stéphane de Mistura et la communauté internationale y incluent bien sûr toutes les agences humanitaires, les ONG, et que la communauté internationale tant que telle puisse réaliser à créer vraiment les changements qu'il faut. Les armes chimiques, c'est un chapitre très important sur le plan non-prolifération, mais il faut que ça soit lié à la grande vision d'une résolution du problème en Syrie et pour la région. Merci. Merci Sigrid. Peut-être avant de donner la parole au docteur Baud, et merci donc pour le tableau que vous avez dressé, hein, on a bien compris ce qui a été fait, vous avez esquissé aussi des lignes de réflexion et suggéré un certain nombre de questions sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, mais je voulais vous poser peut-être une question. Vous avez parlé effectivement de la bonne volonté du régime syrien de régler cette question. Or, sur d'autres dossiers, notamment le dossier humanitaire, bien là, le régime syrien ne fait pas montre de bonne volonté. Comment est-ce que vous expliquez, ou est-ce que c'est la pression russe derrière lui qui explique qu'en fait, sur ce dossier-là, eh bien, vous avez pu travailler que finalement en bonne harmonie avec ce régime qui, sur d'autres dossiers, en revanche, est extrêmement fermé. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Je peux toujours répondre, mais on ne sait pas si la réponse est satisfaisante. Mais en effet, je pense qu'il y a plusieurs manières de répondre à cette question. D'abord, on a toujours adopté l'approche que on est une mission technique dans un climat très politique. Alors, dès le moment que les autorités, peut-être sous pression, encouragement, pression, ils ont fait un choix politique de s'engager en tant que pays étatique à la Convention, c'était une question de faire tout ce qui est possible de la part de la communauté internationale, d'approvisionner tout ce qu'il faut pour le programme, au plan technique, plan d'expertise, plan du staff, tout ce qu'il faut. Alors, en fin de compte, si à partir de ce moment-là, il y a des délais, il y a des changements, c'est au pays, au gouvernement de s'expliquer. Mais de notre part, on a tout fait, on a tout résolu. On a aussi fait le choix très tôt dans la mission de ne pas trop s'engager avec les médias, uniquement quand il y a des faits, il y a quelque chose à expliquer, à raconter. On ne s'est pas engagé pour raconter l'histoire pour une histoire. Ce n'était pas notre rôle. Il fallait aussi établir la confiance, qu'on était là pour soutenir, mais aussi de rendre capables les autorités d'achever cette mission. Mais après, c'est au Conseil de sécurité de juger. Alors, you enable, but the person has to do it. Et je pense qu'on a fait de notre mieux, ça c'est une chose, mais je pense que c'était aussi important de rester neutre, de ne pas politiser les affaires quand ce n'est pas nécessaire. Et en effet, les faits, the facts speak for themselves. Merci. Je vais passer la parole au docteur Baud, qui est allé à plusieurs reprises en Syrie, en Irak aussi, qui s'apprête à retourner en Irak. Et là, force est de constater que dans le domaine humanitaire, là, on n'est pas tout à fait sur le même plan et que la difficulté est extrêmement grande. Donc, parlez-nous un petit peu de vos expériences, notamment la dernière que vous avez vécue dans le nord de la Syrie, je crois que c'était au printemps 2013, et nous dire un petit peu aujourd'hui que peuvent faire les humanitaires. Oui, d'abord je vais me situer parce que donc, je suis toxicologue et donc j'ai un rapport extrêmement limité. Je n'ai pas la prétention d'englober le problème syrien dans sa totalité, dans le drame qu'il peut représenter. Effectivement, j'appartiens à MSF et je dirais que je suis un fils de Ronnie Broman. Alors, un fils spirituel peut-être, mais Ronnie avait évoqué le problème et l'importance quand même des problèmes toxicologiques à la fois environnementaux
et d'autres natures il y a à peu près une dizaine d'années, ce qui a amené MSF à essayer de recruter quelqu'un qui ait quelques compétences. Moi, je suis médecin clinicien, hospitalier, universitaire, et j'ai été amené par ce biais-là à rentrer dans le giron de MSF pour leur faire bénéficier de mes quelques connaissances. Donc en fait, pour la Syrie, le questionnement est venu du terrain à partir à peu près février-mars 2013, où s'est posé la question éventuellement de faits qui pouvaient mettre en cause des armes chimiques. Il y a une réflexion à ce moment-là à un niveau même international des organisations humanitaires pour essayer de cerner un peu mieux le problème, et donc sont apparus rapidement quand même un certain nombre de candidats dont des produits qu'on appelle organophosphorés. Vous verrez que je suis très prudent dans ce qu'on peut dire, parce qu'on verra le rôle du médecin par rapport à cela, à un problème tel que celui-là. Et donc se poser le double problème, de protection des personnels qui étaient sur place, qui sont composés à majorité de gens, d'infirmiers et de médecins du pays d'origine, avec un apport supplémentaire, éventuellement quand il le faut, de membres de MSF, de façon internationale, pas que des Français, des Américains, des Australiens et de tous les pays qui contribuent en fait à la force on va dire, médicale de MSF, qui viennent sur le terrain, renforcer éventuellement. Donc la problématique était celle-là, celle de protéger d'abord éventuellement les soignants, et deuxièmement éventuellement d'apporter des soins aux populations. Les premiers signes qui ont été significatifs étaient au sud de Bab el-Awa, qui est à l'ouest, au nord-ouest de la Syrie. Mais cependant, vous savez, maintenant avec les systèmes de vidéo, on peut avoir des informations importantes avec deux limites qui sont celles de le fait qu'elles sont souvent très courtes. Il y avait souvent une personne. Or, on s'attendait à des accidents collectifs, donc on ne voyait pas pourquoi il n'y avait pas plusieurs personnes. Et enfin, il y a des problèmes de datation et de localisation des vidéos, ne sachant jamais, en fait, la véracité des faits. Toujours est-il que, quand même, on va dire qu'en avril, il y avait indubitablement, de façon certaine, plusieurs personnes sur une même vidéo qui montraient un accident collectif crédible avec des symptômes qui étaient quasiment identiques et qui permettaient d'évoquer très facilement, en fait, pour quelqu'un qui connaît un peu ces problèmes-là, ce qu'on appelle des inhibiteurs des cholinestérases, c'est-à-dire notamment des agents organophosphorés. À partir de là, il y avait une réflexion qui était ce qu'on appelle un plan de contingence, donc de protection, de diagnostic et de traitement des victimes. Mais alors, il y avait beaucoup de données, parce que notamment, puisque ce sont des armes chimiques, les militaires ont beaucoup pensé à ce sujet-là. La transmission aux civils s'est faite par le biais des pompiers, avec les plans blancs notamment, avec la déclinaison par les SAMU, mais qui était loin, en fait, des possibilités locales de réponse de MSF. On a conclu à la nécessité d'aller voir sur place ce qui était faisable. Et alors là, je voudrais faire une petite aparté. Donc, à ce moment-là, MSF, notamment pour notre section, avait deux missions. L'une, en fait, au nord-ouest et l'autre au nord-est d'Alep. Et nous avons été les visiter, l'une près de la frontière, près de Riani. Et donc, on a été visiter. On voit d'abord que l'activité que nous pouvons avoir d'humanitaire dépend de l'existence dans la région où nous exerçons d'un certain ordre. Il faut un peu d'ordre et de tranquillité pour pouvoir exercer, comme pour faire du commerce, comme pour pouvoir faire sa culture ou l'éducation de ses enfants. Et ça, c'est un des éléments. Et à l'époque, dans deux zones qui étaient d'ailleurs pas sous la même autorité, on va dire, puisque c'était des zones rebelles, il y avait la possibilité pour MSF d'exercer son activité, qui était fondamentalement, au moment où j'y étais, de remplacer les structures de soins qui étaient défaillantes, et donc aussi de poursuivre les traitements chroniques que, hélas, le système de santé syrien ne pouvait plus assurer. Et donc, il y avait ça, plus une traumatologie qui existe
et un problème de brûlure, notamment lié au fait que l'approvisionnement en essence était plus possible et qu'il y avait un raffinage des produits pétroliers qui était artisanal, induisant des brûlures extrêmement étendues, extrêmement graves. Et donc on a été voir sur place pour mettre en place et pour adapter ces plans par rapport aux risques et former les médecins et les soignants dans ces différentes zones. Donc c'est une zone très militarisée en fait à l'ouest d'Alep et une zone qui était beaucoup plus agricole, beaucoup plus tranquille on va dire à l'époque à l'est d'Alep. Donc on est arrivé à la conclusion lorsqu'il y a eu le drame du mois d'août d'une utilisation là aussi alors d'une arme chimique qui semblait effectivement un organophosphoré, en sachant donc que sur le plan médical, si vous voulez, on peut avoir des signes et symptômes qui permettent de poser le diagnostic d'intoxication. On ne peut pas cependant inférer de qui a fait, qui a provoqué. On dit ceci est du domaine de la police et de la justice. Ça nous dépasse, nous médecins, d'ailleurs, quand nous avons un problème, nous faisons au niveau individuel un obstacle médico-légal qui fait que la police puis la justice vont se saisir du cas. Donc, si vous voulez, c'était l'attitude de MSF qui était éventuellement de soigner, mais certainement pas de réunir des éléments de preuve concernant l'utilisation ou l'incrimination de quoi que ce soit. Et c'est la ligne que nous avons parce que nous sommes vraiment dans la possibilité. Dans ma carrière, j'avais vécu le problème dans les années lors de la guerre Iran-Irak, où nous avions pris en charge dans mon service des Iraniens qui avaient été hypérités, donc exposés à l'hypérite, alors que peu de temps avant, c'était des Irakiens, excusez-moi, des Irakiens, alors même que peu de temps avant, il y avait des Iraniens qui avaient été envoyés en France, à Percy, au centre des brûlés. Donc on voit bien que c'était extrêmement difficile de savoir quelle était la réalité des faits. Donc, de toute façon, pour nous, ce qui importe, c'est le soin des populations exposées. Et donc, on peut se passer de résoudre cette problématique. Voilà, donc on a essayé de prendre en charge. Effectivement, il y a eu une résolution grâce à l'action qui a été menée et une neutralisation des stocks dont, on va dire, on a eu connaissance, ou vous avez eu connaissance, avec les limites près que c'est au prorata de ce qui est affirmé, mais en sachant aussi que je serai plus prudent en disant par rapport à la terminaison du problème chimique, parce que nous savons, et ça c'est maintenant qui s'intéresse, voit que se pose une problématique de substitution, qui sont notamment ce qu'on appelle les TIC, Toxic Industrialized Compounds, qui sont des produits industrialisés toxiques, dont un des premiers, un des plus fréquents, moins chers et faciles à utiliser, le chlore. Et aux attaques aux armes chimiques a succédé ensuite l'utilisation, semble-t-il, de chlore, en tous les cas avec des aspects organoleptiques, des fumées vert jaune et des signes qui étaient très évocateurs, ce qu'on appelle des gaz suffocants, qui représentent un substitut aux armes chimiques telles qu'elles sont définies par la Convention de Genève, le chlore étant défini aussi comme une arme chimique dans son intentionnalité d'utilisation, mais pas dans sa nature de gaz qui est très utilisé dans l'industrie. Utilisation par le régime, ces derniers mois. Enfin... Alors on va dire par quelqu'un. Voilà. Vous étiez en Syrie donc au printemps 2013. C'était l'époque justement des premières attaques chimiques sur Sarakeb, Khan el-Assal et d'autres. Est-ce que vous perceviez à l'époque, en tout cas votre entourage, là, les Syriens que vous côtoyez, percevaient, eux, cette menace d'une attaque chimique ? Oui, il y avait une... alors d'abord, nous n'avons pas vu, nous, de victimes on va dire d'incidents chimiques ou d'attaques chimiques concernant cette période précise des armes chimiques. Mais il y avait une inquiétude qui était légitime parce que de toute façon on savait que
il y avait des stocks. En arrivant d'ailleurs en Syrie, je me suis aperçu qu'on était à 30 km au nord en fait, d'un site de production d'armes chimiques qui était très connu. Et donc, oui, il y avait une conscience de ce risque et qui existe en fait, dans le Moyen-Orient d'une façon un peu plus générale. Très bien. Merci. Je vais me tourner vers Ronnie Broman, que tout le monde connaît. Et en relisant tout à l'heure un petit peu ce que vous aviez déclaré, j'ai été frappé de voir que, je crois que c'était en 2012, vous étiez déclaré opposé à une intervention extérieure en Syrie, mais qu'en revanche, en 2013, après donc l'attaque chimique sur la Ghouta, vous étiez déclaré favorable à une réponse. Pour quelles raisons vous considériez, et vous considérez sans doute encore maintenant, que l'utilisation des armes chimiques doit engendrer une riposte? Merci. Je dirais d'abord que c'est probablement une des positions qui m'a posé le plus de problèmes. Au moment où je l'ai énoncé et dans les jours qui suivaient, j'ai... contrairement à l'habitude où je sais à peu près les raisons pour lesquelles je réagis, où mes arguments, certes, ne sont jamais parfaits car on n'a jamais une position qui résiste à toute critique, mais suffisent à me convaincre fortement et à me permettre d'en discuter avec des contradicteurs. Pour celle-ci, j'ai mal dormi pendant plusieurs nuits, j'étais vraiment pas sûr de moi, je passais d'une position à l'autre au cours de la journée, bien que, in fine, je l'ai tout de même assumé, et je continue de l'assumer, à savoir que j'avais soutenu les déclarations de Paris et Washington sur l'intervention visant à réagir à l'usage des armes chimiques à la Ghouta. Alors, pourquoi est-ce que j'étais contre une intervention en 2012 et pour cette intervention-là en 2013 ? Eh bien, c'est parce que les buts et les modalités pratiques n'étaient pas les mêmes. Une intervention en 2012 aurait eu pour objectif ce que l'on avait déjà vu l'année précédente en Libye, à savoir l'éviction du régime et son remplacement par je ne sais qui, mais en tout cas un changement de régime au nom de la démocratie, des droits de l'homme, méthode d'action à laquelle je ne crois pas du tout, qui me semble relever de la foi de certains, mais une foi que je ne partage pas. En 2013, une sorte d'écart par rapport à un minimum de normes internationales avait été fait par le régime, et il me semblait indispensable, compte tenu du fait qu'il semblait à peu près assuré, je dis bien à peu près, je continue d'avoir peut-être quelques doutes, excusez-moi, j'ai une névralgie cérébrale qui me fait beaucoup souffrir, c'est pour ça que je me tortille un petit peu sur mon siège. En 2013, il s'agissait de réagir pour ne pas laisser en toute impunité l'usage d'une arme de terreur comme ça avait été le cas. Les armes chimiques ont pour caractéristique d'être des armes destinées à inspirer la terreur, beaucoup plus qu'à gagner des positions militaires, bien que les deux ne soient pas entièrement dissociables. Naturellement, la terreur sert aussi à affermir des positions militaires. Mais il s'agit quand même d'abord d'une arme psychologique avant d'être une arme militaire ou stratégique. Elle est insidieuse, elle est inodore, incolore, invisible. Et c'est en cela également qu'elle répand la terreur, surtout du fait également des souffrances atroces qu'elle inflige. Donc elle est plus inhumaine encore que d'autres armes. Voilà pourquoi j'ai soutenu cette menace d'intervention et comme d'autres, comme des penseurs de la guerre l'ont fait il y a bien longtemps, je crois que, l'on dit il y a bien longtemps, je crois que les meilleures guerres sont celles qui ne sont pas livrées. Il se trouve là que la menace d'une intervention a permis de débloquer une situation, ou plus exactement d'enclencher une dynamique de discussion entre Moscou et Washington. La rapidité avec laquelle Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a dégainé sa riposte m'a toujours laissé un petit peu perplexe. Je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas quelque chose qui était déjà prêt dans les tiroirs auparavant. J'ai jamais eu de réponse. Toujours est-il que j'étais extrêmement satisfait de voir que, au moins sur ce plan-là,
une discussion s'ouvrait. Par ailleurs, étant opposé à la fois à une intervention extérieure, mais étant également opposé à la stratégie, enfin j'avais beaucoup d'admiration pour l'opposition syrienne entre 2011 et 2012, lorsque celle-ci manifestait une fois par semaine, mobilisait en masse et tentait d'ébranler le régime un peu avec les trompettes de Jéricho, à la façon des trompettes de Jéricho, en manifestant son opposition, son rejet d'un régime fondé sur l'arbitraire, la violence, et qui en plus donc fermait l'avenir du fait que le père avait passé le bâton de maréchal au fils. Lorsque, un an après le début des révoltes, et pour des raisons que je comprends parfaitement au demeurant, puisqu'ils étaient régulièrement la cible de snipers qui cherchaient à les attirer sur le terrain de la violence, lorsque les opposants ont choisi, je ne sais pas dans quelles circonstances précises, mais ont choisi la guerre, la militarisation de l'insurrection et l'éviction du régime par la force, la saisie du pouvoir par la violence, j'ai décroché de mon soutien. Je pensais que, comme ailleurs, la parole reviendrait inévitablement aux plus radicaux, aux plus violents, et les plus radicaux, on sait ce que c'est, on l'a vu toujours, ce sont des gens qui ne sont pas seulement radicaux dans la guerre, ils sont également radicaux dans la paix, et ce n'était pas ça que, je crois, les Syriens attendaient. En tout cas, moi, ce n'était pas ce soutien-là que j'étais prêt à apporter. Donc, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur, la violence ne me semblait souhaitable. Voilà donc pour la réponse à cette question. Aujourd'hui, je suis très perplexe sur ce qu'il est possible de faire. Je ne peux pas m'empêcher, en tant que, disons, acteur et analyste des questions humanitaires, je ne peux pas m'empêcher de rapprocher cette mission que je soutiens naturellement, puisque c'était l'objectif de la position que j'avais prise, mais tout de même, je ne peux pas m'empêcher de la rapprocher des premières discussions sur les conventions de Genève et des premières oppositions à celles-ci. Il y avait en gros deux oppositions, deux types d'opposants aux conventions de Genève au XIXe siècle. Il y avait les opposants militaires qui affirmaient qu'une vraie guerre humanitaire, c'est une guerre courte, une guerre où tout est permis, parce qu'elle sera brève. Ce que la suite a été loin de confirmer au demeurant, mais enfin, c'était très sincèrement dit, une guerre totale, absolue, se donnant tous les moyens pour vaincre, abrégerait finalement les souffrances des populations qu'elle ne visait pas. Ça, c'était une première opposition aux conventions de Genève qui tentait à limiter la guerre. Une deuxième opposition venait, si l'on veut, de la gauche, donc non plus des généraux, mais plutôt des pacifistes, qui affirmaient que ménager des espaces, des oasis d'humanité, pour le dire dans les termes qui étaient employés à l'époque, à l'intérieur de la guerre, interdire certaines pratiques, réserver certains droits à ceux qui étaient mis hors de combat, c'était une façon de rendre la guerre aimable. Et la rendant aimable, de la rendre possible, voire souhaitable. De l'envelopper, de la draper dans une sorte de manteau de vertu qui la rendrait plus acceptable, alors qu'il s'agissait au contraire de la rendre impossible, impensable, de l'évacuer des relations politiques. Et c'est exactement ce que j'ai entendu là auparavant. Il ne s'agit pas pour moi de condamner, simplement d'ouvrir, de contribuer à ouvrir la réflexion vers cet horizon de la réflexion humanitaire. On peut tuer en Syrie autant qu'on veut du moment qu'on le fait de manière conventionnelle, d'une certaine manière. Voilà le paradoxe de ça. Il est interdit de tuer de manière non conventionnelle, mais il est parfaitement autorisé de le faire. Et ça renvoie, ça n'est pas que en Syrie que ces choses se passent. C'est d'une manière générale la question philosophique et éthique posée par le droit humanitaire, qui est d'une certaine manière à l'encontre d'une bioéthique, une sorte de nécroéthique. Le droit humanitaire est une sorte de permis de tuer, mais de permis de tuer dans un périmètre, un temps et avec des cibles données, et de s'interdire de le faire dans d'autres conditions. On touche là une sorte de noyau irréductible de contradiction de l'humanitaire avec lequel il faut bien vivre. Pour certains, c'est une façon de dire « je ne veux pas
participer à cela, et moi je le comprends très bien, tout en ayant passé ma vie à Médecins sans frontières, enfin une bonne partie de ma vie, je comprends très bien que ça suscite un rejet. Personnellement, je me dis que dans cette situation d'incertitude, il vaut mieux quand même tenter de faire quelque chose plutôt que de regarder passivement, mais je comprends tous ces rejets. Enfin, cette catégorie-là, en tout cas, de rejet. Et est-ce que j'ai encore une minute ? Il y a une autre réflexion que je voudrais faire, parce que nous sommes ici entre humanitaires, mais humanitaires onusiens et humanitaires privés, enfin ici, en tout cas à cette tribune. Il y a eu un débat public assez retenu, enfin qui n'a pas été très rude, qui n'a pas été très violent, mais qui a tout de même opposé des opinions, des postures contradictoires au sujet de l'humanitaire en Syrie. Un débat qui opposait en gros Médecins sans frontières d'un côté et l'ONU, enfin OCHA, c'est-à-dire la branche humanitaire de l'ONU, et le CICR de l'autre, du fait que l'essentiel du dispositif humanitaire international, je dirais officiel, conventionnel ou diplomatique, à savoir la Croix-Rouge internationale et l'ONU, s'était mis à Damas, et exclusivement à Damas, refusant de contourner les obstacles opposés par Damas et, par exemple, d'organiser des opérations transfrontières via le Liban ou la Turquie, peut-être via la Jordanie, c'était autre chose encore, mais en tout cas d'organiser des opérations transfrontières qui échapperaient totalement à l'emprise, disons, du régime syrien. MSF, qui avait tenté par ailleurs pendant longtemps d'intervenir du côté de Damas et s'était vu fermer la porte pour des raisons que je n'ai d'ailleurs jamais vraiment comprises. Je ne sais pas ce qui a joué là-dedans. A dû se contenter d'intervenir du côté de l'opposition. Donc, comme Frédéric le rappelait tout à l'heure, nous avions à un moment 5 hôpitaux dans le nord de la Syrie, en zone rebelle. Mission qui a d'ailleurs été interrompue à la suite d'une prise d'otages et des traitements affreux qui ont été réservés à nos otages et qui nous ont amenés donc à nous retirer de Syrie du Nord, en tout cas de l'essentiel de ce qui est sous contrôle de l'État islamique de ce fait. Donc nos missions actuellement en Syrie sont réduites vraiment à un strict minimum dans le nord-ouest du pays, mais l'essentiel a dû être malheureusement fermé du fait des comportements de l'État islamique. Toujours est-il que pendant une période non négligeable, disons pendant 1 an et demi, il était possible d'agir en zone contrôlée par l'opposition, puisque nous y étions et que nous démontrions que ça n'était pas impossible. Et en dépit de cela, la Croix-Rouge internationale et OCHA continuaient à tenter de se développer et de faire passer leurs biens et leurs services au travers des lignes. Ça, il ne s'agissait pas du tout pour eux de se contenter de rester à l'intérieur du régime, mais de tout faire à partir de Damas pour tenter, par une espèce d'effet de percolation, de ruissellement, d'arriver jusqu'aux zones contrôlées par l'opposition, plutôt que de rentrer par les frontières qui leur permettaient d'arriver directement à l'opposition. Il ne s'agit pas de savoir qui a raison, qui a tort, mais je voulais tout de même partager avec vous cette opposition, non pas pour nécessairement appuyer sans réserve la position d'MSF, mais pour montrer les dilemmes qui se posent, sans chercher à les trancher, mais pour montrer que dans des situations aussi radicales, aussi dures que celle-ci, il y a des options toujours hasardeuses. Notre option d'agir auprès des rebelles a été quand même bien mal récompensée, puisque une partie de ceux-ci nous ont persécutés, nous ont enlevés, nous ont torturés, nous ont rançonnés. Donc, moi, personnellement, je ne décolère pas contre eux. Mais dans une telle situation, les options ne sont pas entièrement fermées, mais elles sont toujours extrêmement délicates et toujours, disons, à mettre en face d'autres options rivales qui viennent éventuellement les affaiblir. Voilà ce que je voulais dire. Merci Ronnie. Peut-être Sigrid.
Avant de passer la parole à la salle, peut-être sur cette remarque qui est quand même extrêmement judicieuse, c'est vrai qu'on a vu à certains moments, et assez souvent d'ailleurs, combien le régime contrôlait les distributions alimentaires, empêchait, lorsqu'il y avait les rares cessez-le-feu locaux qu'il y a eu, eh bien tout ça a été contrôlé par le régime. Qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit que finalement l'ONU, à partir du moment où vous êtes à Damas, vous êtes sous le contrôle du régime ? Je me permets 2 observations. On a fait 2 choix en tant que l'ONU. D'abord, de nous séparer pratiquement par un firewall du trajet politique et du trajet humanitaire, justement pour ennuyer aux discussions très pertinentes et sensibles, qui sont en effet politiques, aux discussions humanitaires, et en même temps de faire notre travail, en effet, pas en guichet, mais huis clos, mais parce que nos interlocuteurs étaient plutôt des hommes politiques, mais aussi des militaires. Et alors, en effet, pour nous, question d'accès, c'était complètement différent que pour nos collègues humanitaires. Et pour moi, avec un cœur humanitaire, c'est juste. C'était très dur, de temps en temps, de reconnaître mes collègues, où j'étais responsable de l'équipe l'UNICEF en Syrie auparavant, en tant que directrice régionale. Tout d'un coup, je mets le chapeau armes chimiques. C'est un autre débat. Mais les objectifs étaient très clairs. Et si on veut arriver à enlever ce dilemme, ce programme pour lequel il y avait un mandat, on était responsable pour vraiment éliminer tout ce qui est sur le chemin, qui pourrait bloquer ou ennuyer encore plus aux humanitaires ou polluer plutôt les discussions politiques. C'était notre rôle de se dire, OK, on reste là sur le mandat, on se focalise. Mais de l'autre côté, je reconnais très bien ce que M. Bronfman vient de dire. Pour nous aussi, c'était une question de temps en temps, au plan personnel, question d'éthique aussi. On sait que la norme internationale a été violée d'une manière très claire. Alors il faut y avoir une réponse. La réponse a été le mandat, la mission. Mais au quotidien, il y a les gens qui meurent, qui perdent leur vie au quotidien d'armes conventionnelles. Il y a une contradiction de la part de la communauté internationale. Il y a 1001 fois de mourir, comme on dit en arabe, mais il y a une seule mort. Et c'est la seule mort qui compte. Alors, pour moi, toujours, je me suis rappelé et je me suis permis aussi auprès de nos interlocuteurs au plus haut niveau syriens de rappeler toujours leur mandat, leur responsabilité en tant qu'autorité pour leurs citoyens, question d'accès, etc. On a travaillé ça avec l'équipe, mais très discrètement. Mais il y a le mandat et il faut le faire. Bien, donc maintenant, la parole est à la salle, si vous avez des questions. Voilà, présentez-vous peut-être. Merci beaucoup, Georges. Je suis l'ambassadeur des Pays-Bas et de Kronenburg. Je voudrais d'abord remercier Lima pour ce partenariat et cette possibilité d'avoir cette discussion ce soir ici. C'est une grande joie de revoir Cyril Carr, ma collègue. Et je voudrais rendre hommage à vous pour le travail qui a été accompli, par vous bien sûr, votre travail contre les armes chimiques et par nos amis du Médecins sans frontières. La question que je voudrais poser, c'est que bon, c'est très bien, on a fait la mission, ça a pris 1 an, c'est très rapide. Est-ce qu'il y a encore des suites à donner? Est-ce qu'il y a encore des gens sur place qui surveillent? Est-ce possible qu'ils vont reprendre derrière? J'ai aucune idée, je ne suis pas au courant du tout comment ça se passe. Mais je pourrais m'imaginer que si c'est facile à faire, que la tentation est là, de reprendre une fois la mission de Syrie partie. Alors c'est une question que je voulais poser. Sur un plan plutôt plus général, le travail est très difficile, vous l'avez bien expliqué. C'est une question qui nous regarde tous, parce que ce qui se passe sur place, évidemment, c'est terrible, c'est un drame épouvantable. Quels sont, selon vous, vous êtes vraiment les experts, ce qu'on pourrait faire, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui se profile l'horizon dont on pourrait dire, voilà, c'est peut-être un tout petit début d'une petite solution? Parce que pour l'instant, ça bloque partout. C'est très bien qu'on a eu ce travail des États-Unis, les Russes, etc., qui sont mis d'accord pour gérer cette partie-là. Est-ce qu'il y a aussi une possibilité, sur un plan politique plus général, qu'on se retrouve pour amorcer quand même un début d'une solution de cette crise terrible? Merci beaucoup. Alors,
Peut-être deux autres questions. On va prendre par groupe de 3. Monsieur. Oui, bonjour, Michel Morzière du collectif Urgence Solidarité Syrie. Je vous remercie, madame, pour ce travail qui a été fait. Néanmoins, je pense qu'il est important d'avoir l'idée que ce travail, ce n'est pas l'absolution pour Bachar el-Assad. Ça serait un peu trop facile que les criminels de guerre, finalement, travaillent en collaboration et puis soient amnistiés sur ce qu'ils peuvent faire. Je crois que c'est très important, le problème de l'impunité. Il y a eu des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Bon, on a un droit humanitaire international qui existe. Ça a été signé, il y a une cour pénale internationale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les barils de poudre continuent à massacrer la population syrienne. Il faut savoir qu'il y a eu un rapport qui s'appelle le rapport César, où on a vu plus de 8000 personnes identifiées qui ont été torturées, plus de 50 000 photos. Donc aujourd'hui, le vrai problème, c'est le problème de la responsabilité de ces assassins en Syrie. J'entends quelquefois des gens dire « Oh ben, il va falloir qu'on rediscute avec Bachar el-Assad ». Donc là, je crois vraiment, il faut qu'il y ait la paix dans ce pays, il y aura des discussions, mais il y a une sorte de ligne rouge de savoir à quel moment on ne discute plus avec un criminel de guerre. Est-ce qu'on pouvait discuter avec Hitler à un moment donné? Oui ou non? Donc choisissons notre camp. Merci. Une dernière question, monsieur, derrière. Pardon, monsieur. Je ne me présente pas, je suis simplement un visiteur de passage à Paris. Et je voulais juste poser une question, reposer la question, qu'est-ce que peut faire la communauté internationale par rapport au problème syrien? Est-ce qu'on peut encore parler de communauté internationale, sachant que ce qui se passe en Libye, après le départ de Kadhafi, ce qui se passe au Moyen-Orient, le conflit israélo-palestinien, et le traitement qui est fait justement par la communauté internationale ou le rôle joué par cette soi-disant communauté internationale dans ces différents conflits. Merci. Très bien. Alors, Sigrid, la première question, comment finalement s'assurer que maintenant que la mission est terminée, eh bien, il ne va pas y avoir de nouveau des recherches qui vont être faites, etc. Comment contrôler l'avenir? Merci. En effet, la mission conjointe a été terminée, mais il y a deux aspects. Il y a toujours une présence de l'OIASC à Damas, qui justement est responsable pour les suites à donner sur 3 plans. D'abord, surveillance sur la destruction de 7 hangars et 5 tunnels. Ça s'appelle Production Facilities, mais 7 hangars, 5 tunnels dans des complexes militaires qui sont en effet déjà vides, mais il faut qu'ils soient détruits selon la Convention. Deuxièmement, il y a une discussion au plus haut niveau qui implique aussi les bons offices du secrétaire général, mon équipe et moi-même, avec l'OIASC, à Damas par rapport à la déclaration, pour être sûr que la communauté internationale soit satisfaite que la déclaration a été complète dans son intégralité. Alors il y a encore des amendements, suivant les amendements, une nouvelle édition, soi-disant que d'autres aspects de destruction doivent avoir place. La troisième question, c'est la question qui a été relevée aussi par mon collègue, c'est la mission d'établissement des faits par rapport à l'utilisation, accusation de l'utilisation du gaz de chlore. Beaucoup d'instances, il y a deux rapports, et maintenant l'AE travaille à la consolidation d'un rapport final qui peut revisiter l'établissement des faits par rapport à l'utilisation de gaz de chlore, et peut-être, ça se peut, à la demande des membres du Conseil de sécurité, y inclut la France, mais bien sûr pas uniquement, qui demandent que le rapport soit soumis officiellement pour une discussion propre, justement pour question de accountability, poursuite, etc., etc. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas unique. Il y a une longue liste et la France tient bien sûr
la plume, comme on dit en hollandais, je pense, tient la plume par rapport à toutes les violations des droits humains et questions de culpabilité. Alors, mais en effet, normalement, la Syrie, par rapport aux inspections, ou le risque qu'un programme doit être rétabli, c'est un programme très compliqué. C'est pas quelque chose qui se passe d'un jour à l'autre. Ça va prendre des années. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays membres qui vont surveiller, qui vont veiller au fait qu'un programme ne soit pas réétabli. Y compris les Russes ? Il faut se poser la question que si dans le 20e siècle, dans cet âge, qu'il y a beaucoup de pays qui ont encore intérêt à avoir un programme chimique. C'est plutôt ça la question, je pense. Sur les perspectives, avant de donner la parole à Ronnie Broman, aujourd'hui, on a Daesh au nord qui contrôle une vaste portion du territoire, un gouvernement qui contrôle une espèce de Syrie utile. Comment est-ce que vous voyez, est-ce qu'il peut y avoir des lueurs d'espoir? Comment peut-on dessiner l'avenir dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent? C'est difficile. Moi, je peux. Heureusement, j'ai mon collègue Stéphane de Mistura, l'envoyé spécial, très expériencé, qui va se rendre à Damas de nouveau, y inclut pour des discussions avec les autorités, et y inclut le président Assad, mais pas uniquement, bien sûr, qui sera aussi à la région pour entamer des discussions et un dialogue avec tous les interlocuteurs pays pertinents, pour savoir comment on peut re-entamer ce processus. C'est une mesure très complexe, c'est compliqué, mais il faut y avoir surtout la volonté. Et le plan, les idées du secrétaire général, vous vous rappelez peut-être qu'il les a lancées en mai, je pense. L'Institut des études sur l'Asie incluait la fin de la militarisation du conflit. Alors, c'est-à-dire justement les armements conventionnels. Responsabilité de tous les pays, y inclut la région. Retour au processus politique, et bien sûr, il a nommé son envoyé spécial. Je pense que personne n'est naïf, mais de nouveau, c'est justement que la voix de la communauté internationale, qu'elle existe encore, qu'elle ne soit pas surchargée avec tous les défis et les challenges, les défis ailleurs, que le peuple syrien a droit que à ça. La solidarité, l'action principale, but also principled. Mais si j'en profite là, je rebondis auprès de vous, c'est effectivement, on se souvient des déclarations de Ban Ki-moon, ou c'était même de Lardar Brahimi, qui souhaitait effectivement que tout le monde y mette du sien pour stopper l'afflux d'armes. Alors les Russes et les Iraniens auprès du régime, et l'Arabie Saoudite et le Qatar auprès de l'opposition. Mais si ces pays, notamment du Golfe, arrêtent leur livraison d'armes aux rebelles, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces rebelles ensuite se fassent justement encore plus massacrer par le régime? Ben oui, je crois que l'un des malheurs qui frappe la Syrie, ça a été l'internationalisation initiale de ce conflit. On a beaucoup dit que c'était un conflit qui était laissé à son propre développement, à sa propre autonomie, mais en réalité, rien n'était plus faux. Il y avait déjà de nombreux acteurs, de trop nombreux acteurs qui étaient impliqués et qui jouaient sur les radicalités en train de monter. Donc en effet, aujourd'hui, tous les gens qui s'intéressent à cette situation se sentent en quelque sorte coincés. Ne rien faire est impossible, faire quelque chose est impensable. Alors comment impensable au sens où on ne sait pas très bien définir ce que l'on doit faire, et tous les atermoiements concernant les bombardements en Syrie, la position par rapport à l'État islamique. Faut-il s'allier avec l'Iran, qui est sans doute la puissance la plus opératoire pour contrer les menées militaires de l'État islamique, en tout cas en Irak, mais également en Syrie, puisqu'ils sont présents. Ils ont des troupes qui combattent aux côtés de l'armée syrienne. Voilà les difficultés qui se posent, en particulier aux Français, car les Français avaient adopté une position en pointe par rapport à l'Iran, le désignant comme pratiquement un tenant de l'axe du mal avec laquelle aujourd'hui on est tenu de s'associer à mots couverts et de façon un petit peu dissimulée, mais enfin tout de même à combattre, nous sommes en train de combattre du même côté de la barrière. Voilà, moi je ne sais pas très bien comment
aller plus loin, mais je vais peut-être donner quelques éléments de réponse aux deux autres questions qui ont été posées, notamment sur la question de l'impunité, car c'est un thème que dans le milieu des ONG humanitaires et droits de l'homme, un thème qui a été très largement porté, qui se comprend très bien, effectivement, on a envie que les criminels soient punis. Cela étant, je dirais quand même deux choses, une du point de vue d'un humanitaire et l'autre du point de vue du citoyen. Du point de vue de l'humanitaire et du militant aussi, vaguement, de droits de l'homme que j'ai été, compagnon de route, en tout cas, d'organisation de défense des droits de l'homme, personnellement, je préfère une action qui se mette du côté des victimes plutôt que qui se mette du côté du policier qui va chercher à attraper le criminel. Il me semble qu'il y a une distribution des rôles plus claire. Et je dois constater que depuis une vingtaine d'années environ, notamment depuis le montée du thème de la justice internationale, des tribunaux pénaux, puis de la Cour pénale internationale, l'idée selon laquelle l'impunité doit être l'espèce de mot d'ordre autour duquel tout le monde doit se rassembler, l'a emporté sur le reste. Et moi, ça ne me convainc pas du tout. L'impunité, c'est en effet l'affaire des policiers, des juges, des États, et je regrette un peu le moment où l'horizon d'action des organisations humanitaires, des organisations de solidarité de ce type-là, était plutôt le côtoiement des victimes, plutôt que le rêve d'une prison avec des barreaux, un flic et un juge, même si, à l'intérieur de cette prison, c'est un salaud qui se trouve. Bachar el-Assad est un salaud. Là-dessus, je pense qu'on peut trouver un accord facile. Donc ça, c'était ma première remarque. Je ne suis pas convaincu par l'emprise croissante de ce thème de l'impunité. Quand je le dis, c'est un peu de façon euphémisée, car en fait, c'est un thème dans lequel, personnellement, je ne me reconnais pas du tout. Je devrais plutôt le dire comme ça. Et je trouve que les organisations de défense des droits de l'homme, parmi lesquelles j'ai de nombreux amis, avec lesquels j'ai eu l'occasion de discuter souvent, ne posent pas de façon suffisamment publique ce problème qui se pose parfois à l'intérieur, mais qui n'est pas véritablement débattu. On le prend pour une évidence qui va au-delà de toute discussion, et moi, il me semble que c'est plus un problème qu'une évidence. Du point de vue du citoyen, il me semble, du citoyen, c'est-à-dire de l'acteur politique local, mais qui déborde aussi du local, je dirais que ce qui doit l'emporter, c'est la nécessité de donner à ce pays un peu de stabilité, des moyens de retrouver la paix. On ne la retrouvera pas à sa place, ce sont les acteurs locaux qui le feront, il faut s'habituer à cette idée. Il n'y a plus, depuis longtemps, de gendarmes, il n'y a plus de surveillant général qui siffle la fin de la dispute, la fin de la partie. Pour le meilleur et pour le pire, il y a une sorte de relocalisation des enjeux politiques, et ce ne sont que les acteurs directement concernés qui pourront trouver. Donc si ces acteurs ne veulent plus de Bachar el-Assad, ce que personnellement je souhaite, que Bachar el-Assad s'en aille, et même, je pense qu'il s'en aille même dans une villa, qu'il aille passer le restant de ses jours confortablement, parce que si c'est la prison qu'on lui promet, si la prison ou la mort, il combattra jusqu'au dernier moment. S'il a une échappatoire, si c'est la technique classique des flics qui laissent passer, qui laissent un corridor de fuite pour éviter que les manifestants ne se raidissent et ne combattent et ne cèdent à un surcroît de violence. Alors entre des manifestants et Bachar el-Assad, il y a certes une marge, la comparaison est tout de même à garder à filer avec prudence, mais tout de même si je peux souhaiter comme vous que Bachar el-Assad s'en aille, il me semble que c'est aux Syriens de le dire et pas à nous. Parce que questions criminels de guerre qui ont quand même prospéré dans l'impunité, le plus éminent, le plus connu d'entre eux étant toujours vivant et ayant toujours la possibilité de se déplacer, Kissinger, qui a tout de même sur les mains des centaines de milliers de morts. Il y a des gens qui le poursuivent, il y a y compris des ONG américaines qui tentent qui sont après lui, mais enfin sans aucun succès. Il est évident qu'il n'aura jamais rien à craindre de la justice. Donc on voit bien que des criminels aussi éminents que Bachar el-Assad, un autre qui est reçu, qui bénéficie de toutes les faveurs, qui est Paul Kagame, qui est un des tueurs les plus sanglants de l'Afrique contemporaine et qui rivalise et d'ailleurs peut-être même dépasse Bachar el-Assad, il est reçu avec tous les honneurs, il bénéficie de tout le crédit moral que chacun a pu constater.
Donc cette question de l'impunité, elle ne me semble pas facile à trancher comme cela. Et moi, la seule chose que je souhaite, c'est que la Syrie retrouve une sorte de paix décente plutôt qu'une sorte de justice transcendante qui risquerait, le cas échéant, peut-être pas, mais qui risquerait d'aggraver les problèmes qu'elle prétend résoudre. Bon, merci pour cette leçon de réel politique. D'autres questions au fond de la salle, là-bas? Je vois 2, 3 mains se lever. Monsieur, là. Pardon. Ici, je vous ai vu, oui. Allez-y, monsieur. Oui, bonsoir. Je suis étudiant en sciences politiques et je me spécialise dans les questions de sécurité et de défense. Je reviens sur ce que dit monsieur Beau. Il a parlé de la nécessité de protéger le personnel médical et humanitaire sur place. Donc j'aimerais savoir, sur un terrain comme le terrain syrien, à qui est-ce que vous faites appel? Est-ce que vous faites confiance au personnel militaire et policier local, ou vous faites appel à des compagnies privées de sécurité, éventuellement à des puissances étrangères? Non, le principe est d'établir un accord initial tacite, hein, c'est purement moral, si vous voulez, de non-agression des personnes qui y seront. Donc, si vous voulez, on n'est pas armé, on n'est pas défendu d'une façon de base. En Syrie, on se promenait dans les rues, si vous voulez, que ce soit à l'est ou à l'ouest, et on était bien accueillis par les populations. Vous savez, c'était pas... Bon, quand on croisait quelqu'un avec une Kalachnikov, on voyait très bien qu'il y avait un rapport de force qui était évident. Hein. Ça apparaît tout de suite. Mais si vous voulez, non, le principe d'action de MSF, et une de ses limites, c'est quand même d'avoir une acceptation par une autorité, c'est ce que je vous disais. Il suffit que ce soit une zone définie géographiquement, mais où il y a une certaine autorité et donc un certain ordre qui permettent des activités civiles, c'est tout. Voilà, donc si vous voulez, il n'y a pas de... Alors à partir de là, les gens qui se présentent et qui soignent, on leur demande des compétences, qu'ils soient d'anciens militaires ou des choses comme ça. Ce n'est pas un paramètre qui est regardé, c'est la fonction qui est regardée, mais on n'engage pas, à ma connaissance, c'est purement civil comme ONG. Hein. Donc voilà, le climat, il est quand même, on va dire, de démilitarisation complète de l'action. Alors maintenant, c'est vrai que dans certains coins très particuliers, très dangereux, on est obligé de bénéficier d'une protection. Ça, il y a des coins à l'heure actuelle où on ne peut pas se permettre bon, donc à ce moment-là, effectivement, il y a une protection par des gardes qui sont mais c'est très rare, hein, c'est très très rare. D'une façon générale, si ça existe, ça veut dire que ça limite l'activité et qu'on ne pourra pas avoir une structure de soins, et donc c'est presque un point à partir duquel on est obligé de se retirer et d'abandonner l'activité humanitaire. C'est très instable, hein. Il faut voir qu'à tout moment, il peut y avoir une bascule qui fait que un groupe qui était accepté devient inaccepté. Souvent, localement, il faut en voir la raison. C'est très politique, mais c'est quand la région on va dire, il y a un peu d'ordre, l'ordre est vite rétabli et la possibilité de pratiquer les soins est rétablie. Hein. Ça s'est passé plusieurs fois en Syrie, mais bon, chaque fois, ça a été établi. Parfois, ça a posé des questions. Par exemple, il faut, et ça, c'est un des codes, c'est-à-dire que les gens qui vont... donc, on est sur une base quand même de locaux avec quelques expatriés, et les expatriés doivent apprendre les codes du pays et les respecter, que ce soit le mode de vie ou les coutumes. Ça, c'est très important, et on évite de prendre des photos, des choses comme ça qui peuvent être considérées comme des actes éventuellement d'espionnage ou d'intrusion dans la vie. Donc, je dirais que c'est un respect de l'autre à ce moment-là. Oui. Voilà, qui mène l'attitude. Et à partir de là, c'est possible. Mais il faut qu'il y ait de base une
d'acceptation de l'action humanitaire pour pouvoir l'entreprendre et la poursuivre surtout. Une ou deux questions ensuite. Monsieur au fond. On va en prendre deux d'ailleurs. Bonsoir. Merci pour cette intervention. Moi, j'aurais aimé vraiment une question à Madame Kag et une question à Monsieur Broman. Quant à la crédibilité de la communauté internationale, on parle d'armes chimiques. Vous avez bien précisé qu'effectivement, il n'y avait pas de morts qui valaient le coup de se défendre, si ce n'est, par exemple, quand on parle des armes chimiques, les 100 000 morts qui sont morts avant de désigner la ligne rouge des armes chimiques. Je leur témoigne tout mon grand respect et mon honneur, parce que c'est des gens qui ont été massacrés. Ils ont été massacrés par un régime, et ça, on est unanime. Quant à la responsabilité des nations, je considère qu'il y a des éléments qui n'ont pas été approfondis. Comment on explique qu'on a su monter une coalition, notamment par la France et le Royaume-Uni, concernant la Libye avec une zone d'exclusion aérienne, en l'espace de quelques semaines, et que pour la Syrie, on n'ait pas su le faire, alors qu'on sait que les armes chimiques, si elles sont utilisées, jusqu'à preuve du contraire, elles le sont par bombardement aérien. Donc est-ce que ce n'est pas une piste qui a été vite mise de côté? Ma deuxième question, ça porte sur ce que vous disiez, M. Broman, concernant les rebelles. Effectivement, vous avez peut-être été chahuté par ces individus, même peut-être plus, et c'est déplorable. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu creuser plus loin en séparant le bon grain de l'ivraie et en se disant qu'il y avait une carte à jouer là-dessus? Parce qu'on a vite cédé le pas et finalement on fait un peu la cause d'un régime qui est, jusqu'à preuve du contraire, vraiment un régime qui a massacré sous les yeux de la communauté internationale. Et là, il y a une responsabilité historique du Royaume-Uni et de la France, ne serait-ce que parce qu'ils ont été les instigateurs des accords de Sykes-Picot, et qu'aujourd'hui, on ne peut pas éluder tout de suite cette responsabilité. Merci. Alors, bon, une autre question. Allez-y. Que les armes chimiques étaient dans les mains des rebelles, qu'il y avait beaucoup de rebelles qui avaient des armes chimiques. J'ai l'enregistrement de quelques... C'est bizarre, comme les journalistes syriens, on ne les voit jamais, on n'entend pas leurs reportages. Il y en a même un qui dit que M. Ben Sultan d'Arabie Saoudite a fait déposer dans la Ghouta des armes chimiques au cas où tout d'un coup il y aurait des problèmes. C'est bizarre ça qu'on n'en parle pas. Il y a autre chose dont on ne parle pas, c'est en 2009, monsieur, comment il s'appelle, DSK, qui à l'époque est à la tête du FMI, dit dans une émission de Franz-Olivier Gilbert, c'est dommage que vous n'ayez pas un écran, je pourrais vous passer tout ça, il faut faire exploser le monde arabe et faire l'indépendance du Kurdistan. J'ai même vu la carte où on voit ce qui se passe aujourd'hui, oui, où le Kurdistan serait indépendant. Est-ce que vous avez une question? Actuellement, le Kurdistan est en train de livrer du pétrole à Israël. Maintenant, ma question. L'émir du Qatar a fait faire une enquête en 2011, avant les événements, pour savoir si les Syriens seraient contre Bachar. Et là, zut alors, 60% des Syriens sont pour Bachar. Même le Parti communiste. Oh, zut alors. Mais qu'est-ce que vous voulez, l'émir du Qatar, là, on l'a mis en retraite quelque part dans une île grecque. Et puis, il faut dire que le Qatar a été fait en 71 et que tout son argent doit passer par la City de Londres. Alors, quand on dit le Qatar, il faut mieux parler de Londres. Bon. D'accord, merci madame. Autre chose, pour vous, non, vous faites parler toujours les gens qui sont d'un même côté et pas l'opposition. Maintenant, je voudrais savoir si l'uranium appauvri utilisé par Israël sur Gaza, c'est pas du chimique. Si à Fallujah, en Irak, je connais très bien l'Irak. Je suis désolée, mais je connais aussi très très bien la Syrie, même la famille Assad, que j'ai engueulé 25 fois. Et je connais très bien ce qui se passe au Moyen-Orient. Allez, une dernière question, madame. Mieux que vous en avez posé 3 déjà, là. Je voudrais on est savoir, très généreux avec vous. À Fallujah, oui, avec des bombes... ah oui, c'est pas du chimique, l'uranium appauvri.
Tous les jours, des enfants naissent avec des malformations. Au Vietnam, pareil. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour enlever les armes? Très bien. À Israël et aux États-Unis. On va vous répondre, Bon, autre chose. Non, c'est bon, madame, s'il vous plaît. Je suis désolé de vous interrompre, mais vous avez eu 4 questions. Article 188 des Nations Unies. Vous n'avez pas le droit d'armer des rebelles d'un pays souverain. Des avions entiers et des bateaux sont arrivés de Libye et d'Alexandrie. Ils sont arrivés avec des armes pour des rebelles qu'on a fabriqués pour faire tomber le régime syrien. Je m'en fous d'Assad. Mais ceci dit, est-ce que le monde arabe a le droit de choisir? Est-ce que le monde arabe a le droit de ne pas être dépecé? Est-ce que le monde arabe a le droit d'être autre chose que colonisé? On essaiera de répondre à cette question importante. Alors Sigrid, pourquoi pas de zone d'exclusion aérienne en 2011 et après? J'apprécie que le monsieur qui a posé la question a plutôt voulu faire un commentaire. Disons que l'absence de l'action sur le plan humanitaire très direct, très concrète, la communauté internationale a choisi de le faire d'une manière différente et je pense qu'il faut revenir vers le Conseil de sécurité. Il y a des discussions très connues, très transparentes, bien documentées. Il y a plusieurs efforts. Il y a une division qui est très claire à l'intérieur de la région par rapport aux décisions à prendre, à la poursuite, mais aussi au sein du Conseil de sécurité. C'est moins le système des Nations Unies, c'est le poids politique et les choix politiques, y inclut les conséquences par les pays membres du Conseil de sécurité. Ce que les citoyens et surtout les ONG avec une voix très importante peuvent faire, de toujours faire rappel et rappeler et de pousser. Mais je pense que ce qui est toujours très, très, très difficile, que l'adhésion est déjà compliquée, c'est souvent un échange politique, comme vous le savez bien. Deuxièmement, d'assumer les conséquences et de voir et anticiper le jour après, ce qui est toujours plus compliqué. Et je pense qu'il y a, comme on a vu aussi par rapport aux choix politiques faits par rapport à la décision d'intervenir ou de ne pas d'intervenir, il n'y a pas toujours le soutien public à l'intérieur des pays qui soutient les politiciens d'avancer. C'est une opinion personnelle. Merci. C'est bon, madame, c'est bon. Ronnie, simplement peut-être rappeler que l'opposition russe à la zone d'exclusion aérienne, qui ne pouvait finalement pas avoir lieu après ce qui s'était passé en Libye. Oui, je crois qu'il y a une erreur fondamentale qui consiste à prendre au sérieux la formule qui est utilisée par usage, mais qui ne devrait pas nous influencer trop, la formule communauté internationale, car il n'y a pas de communauté internationale. Au mieux, il y a une société internationale avec ses contradictions, ses tensions. Alors il se trouve que Kadhafi avait au sein de cette société internationale un allié qui était un nain, qui était l'Union africaine, et des gens qui soit n'avaient aucun intérêt pour lui, soit lui étaient hostiles. C'est donc son isolement dans le monde qui lui a valu le traitement que l'on sait, c'est-à-dire le début par cette zone d'exclusion aérienne, puis la guerre, puis l'exécution, d'ailleurs par des forces françaises. Et moi je suis tout à fait prêt à en rajouter là-dedans. C'était un crime de guerre, l'exécution de Kadhafi. C'était un convoi non armé qui ne représentait aucune menace, qui a été attaqué par la chasse française en toute connaissance de cause. De même d'ailleurs, même que les... Enfin bref, je ne vais pas continuer là-dessus. On n'a pas le temps. Mais il faut voir les questions sous une forme politique, c'est-à-dire pas au sens où on se demande qu'est-ce qui est bien et le mal, mais quels sont les rapports de force qui nous permettent d'adopter telle ou telle option. Aucun rapport de force ne permettait d'envisager un instant seulement une intervention en Syrie, à la fois parce que la Chine et la Russie étaient opposées en tant qu'alliés, parce que le précédent libyen rendait encore plus sensible la manière dont, disons, on avait humilié la Russie pendant la guerre de Libye, rendait encore plus sensible l'affaire syrienne, et parce que de toute façon, au Proche-Orient, personne ne le voulait. La crainte
de voir une sorte de fissuration, une fragmentation s'étendre de proche en proche, l'emportait sur toute visée optimiste d'une intervention qui viendrait déboulonner le régime et mettre à la place, mais à la place qui donc, au fait on n'est pas au Kosovo où il y avait Lučeka qui était une sorte de solution de rechange, certes pas très glorieuse, mais tout de même une solution de rechange. Là, il n'y a absolument personne qui est en vue. Voilà ce qui explique les atermoiements de la communauté internationale, je mets des guillemets quand je l'utilise, mais je ne crois pas que ce soit a priori le cynisme, l'indifférence, le plaisir de voir des gens se massacrer entre eux. Je crois que tout le monde voudrait que cette situation se calme. Mais elle échappe car la société internationale n'a pas les outils qui lui permettraient de remédier à ce problème. Et la principale erreur de Kadhafi a été de s'isoler totalement du reste du monde, d'abord du monde arabe, ensuite du monde occidental, du monde de l'Est, et de n'avoir pour seul allié que l'Union africaine, qui n'est pas une organisation négligeable, mais qui est sur le plan politico-diplomatique un nain, c'est-à-dire qui n'a absolument aucune prise sur les événements. Voilà ce qui, à mon avis, permet de comprendre cette différence de traitement. Pouvait-on faire plus pour séparer les bons et les mauvais rebelles ? Alors là, je passe mon tour, car n'ayant jamais mis les pieds en Syrie, j'ai oublié de le dire, je suis, moi, un intrus ici, car bon, je connais assez bien une partie du Proche-Orient, mais pas du tout la Syrie. C'est une situation que je suis avec intérêt, mais sur laquelle, du point de vue de la politique interne, j'estime n'avoir aucune compétence, donc je me garderai bien de répondre sur ce plan. Sigrid, vous avez un mot à dire sur ça ? Non, c'est difficile, oui. C'est vrai que on a essayé quand même de compter sur des rebelles modérés, effectivement, mais je pense, comme l'a dit Rodi, fort justement, la militarisation a perverti sans doute c'est de la révolution, parce que les armes sont venues au profit rapidement des islamistes et non pas au profit de nos amis, ceux qu'on soutenait, ceux qu'on recevait à Paris. Et c'est sans doute là qu'on a commis une erreur. On n'a pas aidé finalement ceux dont on espère aujourd'hui qu'on va les ressusciter, mais c'est hélas trop tard. L'opposition modérée, on en a vu encore un exemple il y a quelques jours avec le Front Al-Nosra qui a pris finalement au nord de la Syrie les positions du Front révolutionnaire syrien. Voilà, donc est-ce qu'on a fait le tour, je crois, de toutes les questions. Donc il me reste à vous remercier, tous les trois, et pour vos éclairages, et remercier le public d'avoir assisté à cette conférence.